Donc, bienvenue à tous pour le sprint 1 d'EasyParse. Donc, avec ce sprint, on va sortir la version 2.0 parce on fait coller les versions au numéro de sprint. Donc, on se trouve que c'est la 2.0. Voilà. Chaque sprint a un intitulé, on a un thème. Donc, la dernière fois, on avait traité les parseurs, hein, on avait fait un parsaton. On avait développé beaucoup de plateformes. Comme on avait développé beaucoup de plateformes, en conséquence, il y avait beaucoup de bases de connaissances qui étaient associées à ces plateformes et il était devenu nécessaire de pouvoir gérer toutes ces bases de connaissances et c'est pourquoi ce sprint était destiné à administrer, à permettre aux utilisateurs locaux d'administrer leur PKB parce que potentiellement il y a des mises à jour des PKB. Donc, mise à disposition des bibliothécaires d'un outillage permettant de mieux gérer les PKB et via l'interface permettre de visualiser et de mettre à jour les PKB. Donc on a même été un peu plus loin puisqu'on a été jusqu'à mettre à jour carrément la version d'EasyParse, enfin rendre possible la mise à jour de la version d'EasyParse via l'interface. Les principales épiques qui ont été traitées au cours du sprint. Alors ce sprint a été assez long, hein, plus long que d'habitude, mais on l'a mis à profit pour faire beaucoup de choses. Sachant qu'il y a donc les épiques, c'est les grandes catégories de fonctionnalités, les grandes catégories d'activités qu'on a sur le sprint. Travail courant sur les plateformes, 18 stories. Donc là, on parle de nombre d'items de story, pas forcément de la quantité du travail hein, ou de la complexité, mais c'est quand même représentatif. Du travail courant sur le support utilisateur et les partenariats. On a eu pas mal d'interactions avec les utilisateurs hein, qui voulaient mettre en place EasyParse. Sur la communication, au cours de cette phase 2, on met l'accent sur la communication pour faire connaître EasyParse et pour montrer que ça peut être utile aux organismes. Hein, et on en a l'expérience encore aujourd'hui. On a amélioré l'ergonomie et puis récupéré des expériences utilisateurs hein, pour faciliter le fonctionnement. Et puis, ce qu'on n'a pas réussi à classer, des tâches diverses et techniques, 27 stories. En lien direct avec le thème du sprint, on a une vingtaine de stories. Ce qui nous fait un total de 116, qui est beaucoup, mais qui nous a permis de bien progresser. Pareil pour les points de complexité, donc les tâches, elles sont plus ou moins complexes. Hein, les stories, c'est des tâches, elles sont plus ou moins complexes. On essaie de les estimer pour pouvoir faire un prévisionnel de l'échéance du sprint, et puis de ce qu'on va pouvoir faire dans le sprint. Là, on s'aperçoit qu'on est allé jusqu'à 220. Ça nous a permis de bien préparer le prochain sprint qu'on a déjà en tête, qui va en fait consister à mieux gérer encore les PKB parce qu'elles deviennent volumineuses en utilisant des bases de données NoSQL sur les instances. 220 par rapport aux autres sprints, on tournait autour de 80, quelque chose comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est que on s'était mis aussi de la marge par rapport à des choses qui étaient complètement exploratoires. Hein, faire des benches sur le NoSQL, c'était exploratoire par rapport à Node.js, on ne savait pas trop où on allait. Ça nous a permis de bien préparer ça. Donc la sprint review d'aujourd'hui.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait durant ce sprint au niveau communication, partenariat? Donc, communication, on sort la version 2, on a un nouveau logo, hein, que vous allez voir quand on va passer sur l'interface. On a eu une bonne surprise le 2 octobre. On a eu une contribution au code source d'EasyParse, donc qui a consisté en l'ajout d'une fonctionnalité avancée. Quelqu'un aux États-Unis qui avait besoin de gérer de tenir compte des redirections HTTP. En standard, on les ignore, et là, cette personne a développé une fonctionnalité qui permet d'en tenir compte via un header, et en fait, on n'a rien eu à faire parce qu'il a il avait très bien programmé, et on a juste vérifié que le code était bon, et on a intégré la pull request dans le code. C'était vraiment Très bonne surprise. très bonne surprise. Stéphane et Cécilia ont présenté EasyParse à eTalk donc la semaine dernière, le 22 octobre. On a présenté EasyParse en interne au PRAPS. Et puis, très bon signe aussi, il y a 3 stages qui sont lancés sur EasyParse par des STD, donc Bordeaux, Valenciennes, Versailles, pour des étudiants en cible. Pour nous, c'est vraiment bon signe aussi. Ça veut dire que de la croissance. Là. À Toulouse, on aurait bien aimé, mais on est à court de personnel pour encadrer. Mais c'est vraiment, ça attire beaucoup l'attention, effectivement. Voilà. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y en aura d'autres. Et de toute façon, on fera remonter les expériences. On essaiera de faire remonter les expériences de ces stages pour faire avancer les autres organismes qui voudraient travailler sur le sujet. On a aussi mis l'accent sur des choses qui sont un peu des choses de fond par rapport à la gestion du projet. Donc on a essayé de faire d'adapter notre démarche. Maintenant, on travaille avec un product backlog dans un seul document. Pour nous, ça nous permet d'être moins dispersés. Donc voilà un peu comment ça se présente. On essaye d'avoir des métriques aussi. Donc là, on voit que dans le backlog, il y a déjà le prochain sprint qui est prévu. Donc là, ça c'est le sprint en cours. Donc en particulier, par exemple, là, on a essayé de prendre des indicateurs. Qu'on va remesurer périodiquement. Donc là, actuellement, on peut considérer qu'on a 23 établissements qui ont assimilé à EasyParse, donc qui en ont connaissance, qui ont envie de l'utiliser, avec qui on est en contact. On gère au niveau EasyParse 55 plateformes actuellement. Donc on a essayé de calculer un taux d'assimilation par le SR qui est de 25% par rapport au nombre d'établissements qu'on peut recenser et qui seraient potentiellement utilisateurs. On a des taux de couverture donc par rapport aux différents partenaires. Donc au niveau UNIST, on sait qu'on est à plus de 80%, mais on essaye parce qu'en fait on essaye de bien recenser quelle plateforme on a réellement. Auquel réellement on est abonné. Donc, je vous montrerai un peu tout de suite là dans le Trello comment ça se passe. Par rapport à Couperin aussi, on est à 35%. Par rapport à l'UL, on est à 37%. Mais ces chiffres vont s'affiner. Mais ça nous permet d'avoir un suivi pour pouvoir orienter vers quelle plateforme on développe dans toutes celles qu'on a recensées à développer. Donc, si je reviens sur le programme, c'était là. Donc le produit backlog. Donc la dernière fois, on vous a montré que on avait mis en place un suivi des plateformes sous Trello qui est accessible donc à tous ceux qui souhaitent contribuer. On a défini des colonnes qui donc Trello c'est en fait un outil qui gère des espèces de post-it électroniques qu'on voit ici, qu'on peut déplacer. Là, je suis pas connecté, donc je ne peux pas les déplacer. Donc là, j'ai un accès juste en visualisation, mais quand on est connecté et qu'on est autorisé, on peut déplacer les post-it. Et ça nous permet, l'avantage de Trello, c'est que ça est bien géré. Il y a une API
qui permet d'interroger les données qui sont sur le board et de faire des choses automatiques. Et donc, en particulier, ça nous permet de relier ça. Si je reviens, voilà. Ça nous permet d'interroger le Trello de façon dynamique, en particulier, par exemple, quand on veut afficher sur Analogis la liste des plateformes et leur état de traitement. Donc là, on voit que c'est dynamique, hein, ça se fait en direct. Et donc, s'il y a des partenaires qui se mettent à travailler sur une plateforme et donc qui déplacent le post-it au niveau Trello, et bien, automatiquement, le statut ici va changer. Hein, il va passer à l'étape en question. Donc là, tout à l'heure, c'est à partir de ces étapes-là qu'on considère, quand on dépasse l'étape 5, que la plateforme est disponible. On commence à être disponible. Ça nous permet d'adapter nos métriques. Donc, reflet dynamique sur Analogist, on peut faire des compilations de chiffres. Un autre avantage, c'est par exemple, de quotidiennement mesurer l'état en fait, de traitement des plateformes. Et nous, ça nous permet de faire un suivi de ce type-là, par exemple. Tous les jours, en fait, il y a une ligne qui est enregistrée et qui correspond à l'état en cours. Et on peut faire un graphique assez facilement, comme ça. On prend tout ce qui a été enregistré. Et puis là, on a les différents états. Donc on voit par exemple ici, à cette date-là, en fait, eh ben, Thomas a répertorié plein de plateformes dans le Trello. Et donc, on en a un nombre en plus. Hein, voilà, de plateformes à faire. Et donc, l'objectif, ça sera bien sûr de faire baisser ces courbes pour que tout soit plateforme traitée. Donc là, ça, c'est assez pratique pour le suivi. Voilà. J'avais un autre truc aussi à montrer là. Voilà, on a différents onglets. Donc, comme on peut interagir dynamiquement avec le Trello et qu'au niveau du Trello, on peut typer en fait les plateformes, on peut dire si elles sont UniCNRS, XTEX, etc. Et ça nous permet d'avoir une vue assez rapide du taux de couverture pour un organisme en question. Donc, alors, il y a une petite limitation dans Trello. On a droit à 6 couleurs, hein, à 6 catégories, mais c'est quand même relativement pratique. Et ça nous permet aussi de faire, par exemple, là, de répertorier toutes les plateformes et de faire un total disponible et un pourcentage de couverture, ici, par exemple, qui est de 37% par rapport à tout ce qui est recensé actuellement. Donc là, on en a 49 qui sont supérieurs à l'étape 5. Sachant que c'est assez... si on s'aperçoit qu'une plateforme, qu'il y a un souci sur une plateforme qui est déjà faite, on la remet à revoir, etc. Et donc c'est assez bon. Et c'est pratique, ça nous permet de faire un suivi, de bien collaborer et d'avoir un bon suivi. Là, je peux accélérer un peu. Là, c'est le taux. On avait un autre document. Donc, on a un autre document qui nous permet d'être un peu plus fin dans les caractéristiques, hein, parce que là, tout de suite, je vais vous montrer, la typologie, c'est juste CNRS, mais là, au niveau CNRS, bon, on a 6 portails, donc là, on peut les typer un peu plus. On a l'INSERM aussi, bon, et puis il y a plusieurs catégories d'ISTEC, donc tout ça, on va pouvoir mieux le gérer. On a aussi maintenant un document qui nous permet de compiler les chiffres par rapport au nombre d'établissements qui sont intéressés et puis leur progression en fait dans l'adhésion, enfin dans la mise en place d'EasyParse. Donc en fonction de différents critères, hein, l'intérêt déclaré, est-ce qu'ils ont un format, est-ce qu'on a reconnu leur format de log, est-ce qu'on a testé avec des échantillons, des critères aussi qui concernent leur déclaration CNIL, est-ce que c'est utilisé, installé, et puis est-ce que par exemple on a les prédéfinis, hein, enfin les paramètres prédéfinis dans le formulaire qui leur correspond ou pour lesquels ils n'ont plus qu'à choisir. Voilà. Et donc ça nous permet d'avoir des chiffres
qui sont assez parlants. Hein, donc là, par exemple, on en a recensé 94 et on considère qu'il y en a 25% qui ont assimilé EasyParse. Donc ça va nous permettre de relancer, de faire un suivi. Thomas est assez efficace sur le sujet. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, je vous propose de les poser à la fin. Parce que là j'étais un peu long et je vais passer la main donc à Yannick qui va vous montrer en fait le vrai time du sprint en ce qui concerne la mise à jour automatique des PKB. Donc là il va je me suis connecté normalement. Voilà. Je te laisse la main, il y a l'interface qui est là. Bien, bien, bien. Donc, notre thème de sprint, c'était l'administration des PKB. Donc, ce que nous allons faire tout de suite, c'est nous connecter. C'est quoi déjà? C'est admin, je crois. C'est nous connecter avec un administrateur, voilà. Et donc, depuis le dernier sprint, la page administration a sensiblement changé. Voilà. Donc, on se retrouve avec 3 onglets, plateforme, utilisateur, système. Donc, les plateformes, c'est tout ce qui concerne justement donc, les plateformes, les PKB, les parseurs, tout ça. Donc, voilà. À présent, on peut visualiser donc l'état à l'instant T de toutes les plateformes qui sont disponibles sur l'instance d'EasyParse et visualiser notamment les packages. Donc, on peut visualiser les fichiers qui sont dans la PKB avec le nombre d'entrées et accéder directement à la page d'analyse, merci, sur Analogy. Voilà. Donc, sachant que vous pouvez mettre à jour vos plateformes directement depuis ici, ce qui était possible avant, mais avant, ça nécessitait un redémarrage d'EasyParse qu'on ne peut pas faire depuis l'interface web. Aujourd'hui, maintenant, si on met à jour les plateformes, il ne va plus avoir besoin de les redémarrer. Les PKB vont être automatiquement mises à jour, enfin vont être automatiquement prises en compte, et les parseurs le cache des parseurs va être vidé. Donc voilà, d'ici vous pouvez également voir directement des plateformes qui sont obsolètes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler en fait, on va revenir à une version antérieure des plateformes. Hop. Tiens donc, normal. Alors je suis sur mon instance EasyParse. Et on va aller dans une version antérieure des plateformes. Je pense qu'on avait un... Ouais, je dois la voir là. Voilà, non, au-dessus. Voilà. Tac. Tac. Voilà, donc ça c'est un commit relativement récent. Donc normalement, il n'y a pas beaucoup de changements, mais on devrait en voir. Hop, donc si on revient à l'administration. Voilà, donc on voit que notre version actuelle, vous avez un numéro de version ici, il vous permet d'aller vers une version suivante. Et ici, c'est laquelle de plateforme qui était, voilà. Donc on voit que par rapport à la version actuelle, il y a eu des changements sur ScienceDirect et Springer. Enfin, si on veut le voir plus rapidement, vous avez le petit bouton ici, voilà, qui n'affiche que les obsolètes. C'est magnifique, c'est super. Et donc, hop, si on clique sur mettre à jour, ça se met à jour, c'est magnifique. Et c'est un peu long, merci. Et on n'a plus de plateforme obsolète. Voilà. Donc, voilà pour les plateformes. Bon, à noter que vous pouvez faire des recherches en temps réel dedans. Voilà, comme ça, c'est du sucre. Ensuite, donc ce qui était
pas forcément, on ne savait pas si on pouvait le faire dans ce sprint, mais nous l'avons fait, c'est la possibilité de mettre à jour directement EasyParse. Alors du coup, on va faire la même chose. Là, on est donc sur la dernière version d'EasyParse, on va revenir à une version antérieure, qui est là. Donc là, c'est comme retour vers le futur. En quelque sorte. Donc là, nous sommes revenus à une version antérieure d'EasyParse. Voilà, donc il va vous mettre une petite icône pour vous dire attention, EasyParse n'est pas à jour. Alors sachant que selon que vous soyez sur une version stable ou une version entre guillemets bêta, il se basera sur la dernière version stable ou la dernière version bêta. Sachant que vous avez la possibilité de switcher entre les deux. Donc là, on est revenu à une version antérieure à la version bêta et on va faire une mise à jour. Stop. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que plus rien ne va répondre pour la simple et bonne raison que, erreur, c'est magnifique, pour la simple et bonne raison que EasyParse va en arrière-fond arrêter. Il va complètement s'arrêter pour se mettre à jour. Donc, voilà. Je ne sais pas. C'est l'effet des... C'est l'effet démo, tout à fait. On va voir s'il a fait quelque chose quand même. Apparemment, il s'est quand même mis à jour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est des problèmes C'est une possibilité, ouais. Et du coup, il aura eu le temps de se mettre à jour en si peu de temps. Alors, ça dépend. Parce que s'il s'arrête et qu'il redémarre. Effectivement. Alors, s'arrêter et redémarrer, c'est pas très long en soi. Tout ce qui est fait pendant la mise à jour, par contre, peut être plus ou moins long selon le moment. Si on met à jour pour la première fois, il y a des téléchargements de librairies et compagnie qui prennent du temps. Par contre, si on le fait une deuxième fois, on les a déjà. Après, c'est des histoires de Git, on n'a pas besoin de télécharger, mais juste de mettre à jour. Donc, ça peut être plus rapide. Mais ça peut prendre, selon les machines, et si la connexion Internet est lente, ça peut prendre plusieurs minutes, hein, c'est à savoir. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il m'a mis erreur tout à l'heure, mais il s'est mis à jour. Donc ensuite, Après, on passe au lancement des scrappers. lancement des scrappers, ok, donc on reviendra là-dessus plus tard. C'est agaçant ce truc. Hop, voilà. Alors maintenant, on va passer à en ligne de commande et nous avons un outil qui permet de lancer assez facilement un ou plusieurs scrappers. Donc du coup, on va pouvoir montrer ce que ça fait depuis ici, c'est sympa. Alors par exemple, on va lancer le scrapper d'iWire. Donc ce que je vais faire, c'est déjà montrer. Un scrapper, oui, effectivement, il faudrait peut-être que je le rappelle. Donc un scrapper, c'est un petit programme donc qui va s'occuper de générer une PKB, une base de connaissances pour une plateforme donnée. Voilà, est-ce que je peux dire plus précis? Donc dans le cas d'iWire, par exemple, on en a deux, je ne vois pas ce qu'il y a dans Manual Titles. Donc celle qui nous intéresse là, c'est celle-ci, All Titles, donc qui est la base de connaissances d'iWire. On voit qu'elle a 1490 d'entrées à l'intérieur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le scrapper d'iWire avec cette petite commande là. Est-ce que j'ai l'environnement? Non, je ne l'ai pas. On va charger l'environnement, voilà. Donc là, on a accès à une commande qui s'appelle scrap. Et donc, on va lui dire scrap-moi iWire. Donc le petit nom d'iWire, c'est HW. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Enfin, un petit peu de temps. Je ne sais plus s'il est très long. Bon, non, il n'est pas long du tout. Donc voilà, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exécuté le scrapper qui, normalement, m'a rajouté une PKB à l'intérieur. Voilà. Donc il a dû me régénérer une PKB au jour d'aujourd'hui. iWire. Ce qu'il n'a
Si, c'est bon. C'est bon. Hmm. En 2014. Il l'a fait, ce que je me demande... Ah oui, c'est parce qu'on ne peut pas le voir d'ici. Non, j'ai rien dit. Parce qu'il prend la version la plus à jour. Ah, tant pis. Les effets démo, je les aime bien. Même si c'est une feature et pas... Oui, mais je vais déjà... Je me comprends. Voilà. Tac. Voilà, donc ce qu'il a fait ici, c'est que... Oh tiens, il l'avait déjà fait avant. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a généré une PKB ici, à la date du 30, sachant qu'il y avait déjà une PKB qui avait été générée à la date du 29, donc hier, donc il n'y a pas eu de changement, il y a très peu de chances qu'il y ait eu de changement entre les deux. Donc, on se retrouve avec deux PKB qui sont identiques, donc avec des doublons. Et donc, pour gérer ça, on a une nouvelle commande qui s'appelle PKB Cleaner, à laquelle on va donner une plateforme, donc en l'occurrence iWire. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va parcourir les PKB d'iWire, elle va récupérer toutes les lignes qui sont en double, et elle va supprimer les lignes en double. Donc, hop, superbe, encore un effet démo. Ah, il est normal. Voilà, la plateforme iWire. Voilà, donc il a trouvé plein de doublons dans la date du 29, donc la date d'hier. Et étant donné que ce sont exactement les mêmes fichiers, vu qu'ils ont été générés à un jour de différence, et qu'il n'y avait que des doublons dans le fichier du 29, du coup il a carrément supprimé le fichier. Voilà. Hop. Donc voilà, donc ça c'est en... Donc ces deux commandes-là sont en prévision d'une feature qui pourrait arriver plus tard, qui est d'exécuter périodiquement les scrappers pour pouvoir avoir en permanence des PKB qui sont à jour. Donc voilà. Et là, dans le cas où tu as deux fichiers, donc là, tu avais deux fichiers identiques, il vient de supprimer un. Ok, est-ce que deux fichiers qui se recoupent, est-ce qu'il garde deux fichiers ou est-ce qu'il en génère un à la date du jour? Effectivement. En fait, ce qu'il fait, s'il y a un fichier qui recouvre partiellement un autre, il va supprimer les doublons, mais il va garder, en fait, il garde le fichier, il se contente de supprimer les lignes qui sont en doublon. C'est-à-dire quelle que soit la date du fichier. Quelle que soit la date du fichier. Ce qui fait que normalement, on se retrouve avec des fichiers, en fait, il supprime au fur et à mesure les lignes dans les plus anciens. Donc on peut se retrouver avec des fichiers anciens, avec juste quelques lignes qui sont celles qui ne sont pas contenues dans les anciens. J'ai vraiment du mal à m'exprimer. Pour qu'on puisse continuer à traiter l'historique. Voilà. Et puis qu'on sache qu'on a des fichiers à jour. Donc, en fait, probablement ce qui va se passer, c'est que les anciens fichiers vont plus contenir que les lignes, que les anciens des titres inactifs, plus accessibles sur la plateforme, et qui permettent quand même de travailler. Pour voir des fichiers vides. En fait, si jamais il n'y a plus rien dedans, il est supprimé. Normalement, si tout se passe bien. L'exemple frappant, je crois que, par exemple, SD, Science Direct, si on regarde en nombre de lignes, il a deux PKB, une qui vient de KB+, du Vivis, que je crois, et la Freedom Collection, je ne sais plus comment on l'a... cherché sur le site. Voilà. Et il se trouve qu'il y en a simplement une qui est un peu plus complète que l'autre, mais la Freedom Collection possède aussi des identifiants qui ne sont pas dans l'autre. Et par exemple, si on utilise le PKB Cleaner là-dessus, il me semble... Voilà, si je refais... Voilà, il laisse seulement 11 lignes dans la Freedom Collection, là où il y en avait 2000 avant. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc voilà, donc c'est indépendant des packages, des noms des packages, ça se base uniquement sur la date. On part des plus anciens vers les plus récents. Voilà. Autre chose Effectivement, je peux. Donc, avec la commande scrap, on peut
hop, afficher l'intégralité des scrappers, donc en utilisant -all pour lui dire toutes les plateformes et -list pour lui dire n'exécute pas les scrappers, contente-toi de me les afficher. Hop, et on voit qu'on en a pas mal. J'aurais pu enlever les machins. Donc voilà, on peut vérifier tous les scrappers là-dessus. Attends, et si on revient juste 2 secondes sur PKB Cleaner, là, Oui. tu disais ça les traite de la plus ancienne à la plus récente. Voilà, en fait, ça lie tout simplement, ça lie toutes les PKB en partant de la plus ancienne jusqu'à la plus récente, sans se soucier des noms de package. Donc, je pars du principe que les identifiants ne peuvent pas se recouper entre les packages. D'accord. Alors, oui. Donc, concernant le publisher name, comment on avait fait ça? En fait, il faut prendre le fichier exemple. C'est vrai qu'il faut que je fasse un peu. Bon, pas grave, on va le faire. Alors, donc, ce qu'on a fait... Comment je peux le revoir? On peut tout mettre sur l'interface. Oui, oui. Je suis en train de perdre un peu mes mots. Voilà, oui, tout à fait. Oui, pendant que je parle, le truc c'est que je cherche comment parler. Donc depuis l'interface maintenant, donc, on met à disposition un lien où on peut aller chercher des fichiers exemples si on cherche justement à tester EasyParse et qu'on n'a pas encore de log sous la main ou quoi. Oui, je peux cliquer effectivement. Hop. Voilà. C'est bien d'avoir les liens directs vers le fichier à télécharger depuis l'interface, plutôt que de devoir browser, cliquer sur Raw. Effectivement, c'est vrai que ça pourrait le faire. Donc voilà. Du coup, on va faire la preuve par exemple. Ça, je peux faire comme ça. Oh, j'avais jamais essayé. Donc voilà, donc on va traiter un truc multiplateforme dans lequel il y a... Pardon. C'est pas du par défaut, les paramètres? Ah oui, si. Effectivement, c'est vrai. Il y a des choses à montrer. Alors déjà, il faut savoir qu'on a rajouté un petit message parce que on génère des rapports compteurs, un rapport compteur pour le moment, mais il faut savoir que c'est pas du certifié, enfin, pas certifié compteur, c'est pas du, comme on dit, c'est pas un audit compteur. Donc du coup, voilà, on précise ici. Ok, voilà. On n'a pas besoin du rapport, mais... Donc là, ça permet d'être notifié à la fin du traitement. Voilà, sachant que ça, cette partie-là va bientôt devrait être déplacée vers la partie mon profil, donc on y reviendra tout à l'heure. Alors, on va générer le machin là. Pas besoin de traitement bon, c'est bon. Alors, ce qui nous intéresse surtout là, dans ce fichier-là, c'est qu'il y a du iWire. Il y a aussi du Spooger, du kern qui nous intéresse. Et on a rajouté dans les PKB de ces plateformes le champ Publisher Name qui va nous intéresser notamment pour la génération des rapports compteurs où on a besoin du nom de la plateforme, pas du nom de la plateforme, du nom de l'éditeur, qui dans le cas de iWire, entre autres, peut-être, ce n'est pas iWire, c'est un agrégateur d'éditeurs. Donc, comment je dirais, donc du coup, on a l'information dans les PKB pour chaque revue de l'éditeur concerné. Et donc maintenant, on ajoute cette information aux événements de consultation. Voilà, alors on remarquera juste ici, entre-temps, il y a un petit onglet qui est apparu pour vous donner la liste des fichiers que vous avez mis
enfin, c'est un rappel des fichiers que vous avez mis à traiter. Quand on génère quand on travaille sur un grand nombre de fichiers, ça évite de mieux s'y retrouver. Ça évite de mieux s'y perdre. On se comprend. Ça évite de s'y perdre. On va s'y retrouver, quoi. Voilà. Alors, voilà, on va télécharger les résultats. Tac. Donc là, le fichier, il fait quand même 500 000 lignes. Vous avez vu, c'est quand même pas très... hein, on a mis 1 minute 30 pour traiter 500 000 lignes. Voilà. C'est efficace. Oh. Ce serait bien si... C'est pas Excel sur la machine. Si, ça, là, il y a l'icône associée, peut-être que ça lui prend un peu de temps à l'ouvrir. Pas trop. Il va Tu vas avoir 50 Excel. Ouais, il va arriver, il va... Nous l'attendons. Comment je peux me... Bah, tu peux aller relever ton mail. Je peux effectivement... Normalement, ça doit être dirigé sur mon Gmail. Ah, t'es directement dessus, ok. Alors, voilà, c'est celui-là. Donc, nous avons reçu notre mail. Voilà, c'est quoi que tu as rajouté là-dedans déjà? Alors, on voit qu'il y a eu quelques alertes. Hein, donc ça n'a pas changé par rapport à la dernière fois. Ah, c'est là. Donc, on a rajouté en fin de mail que si jamais il y a un problème, pour une raison ou pour une autre, voilà, on a l'adresse mail, une adresse mail à contacter. Ah mon Dieu, et tout ce dingo. T'en as combien du coup là? Ah, c'est bien, il y a l'air d'en avoir 15, j'espère. Il est peut-être capable de dédoubler. Effectivement, Il il s'auto-dédouble. Voilà, donc du coup, nous avons, voilà, on a ajouté une petite phrase pour dire si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse easypart@groupe.org. Voilà, donc pour contacter l'équipe. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau là-dessus. Où est-ce que j'en étais? Excel, voilà, tout à fait. Voilà, donc ce qu'il y a de nouveau ici, c'est ce publisher name qui est ajouté par défaut aux éléments de consultation et voilà, qui va contenir l'éditeur tout simplement. Et dans le cas d'iWire, est-ce que je peux Merci, je suis vraiment pas habitué à ça, moi. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît. On m'a pas filtré. Ah, voilà. Merci. Alors, moi, c'est iWire. iWire. Qu'est-ce pas ça? Ah, oui. Voilà. Donc, on remarquera que la plateforme, c'est toujours iWire, mais que, voilà, on a des éditeurs qui sont très variés. D'ailleurs, je vois qu'il y a Oxford University Press qui a son propre parseur, tiens. Donc, il faudra éventuellement changer à l'enlever. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire ça pour toutes les plateformes. Voilà. Parce qu'on n'a pas terminé ça. Donc, voilà, c'était pour l'histoire. Ensuite, donc on va passer au profil. Donc, on va passer au profil et on va en profiter pour parler de l'administration des utilisateurs. Hop, on va commencer par ça. Donc l'administration des utilisateurs a légèrement changé. Voilà, bon, déjà c'est un peu moins moche qu'avant, on va dire, j'espère du moins. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer un utilisateur. Je vais me créer moi-même, je n'ai pas mon adresse là-dessus, voilà, donc on va profiter avec une véritable adresse parce qu'on va en avoir besoin. Je vais mettre mon adresse Gmail, sinon ça va mettre 3 plombes à arriver. Ah, c'est vrai que je pourrais faire ça, mais on va. Oui, bon, peu importe.
Hop, donc avec un mot de passe que je vais mettre n'importe quoi pour une raison particulière. Voilà, on va l'ajouter. Alors déjà, là-dessus, il n'y a pas de changement par rapport à avant. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, c'est modifier les utilisateurs, les adresses et les groupes. Donc, sachant que le groupe, c'est un nom tout à fait libre, la seule chose qui importe actuellement, c'est juste est-ce que c'est admin ou est-ce que c'est pas admin. Voilà. Pour donner les droits admin à quelqu'un, on modifie son groupe en admin. Moi, ça ne nous intéresse pas, on va juste le laisser en user. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va se déconnecter. Il se trouve que le mot de passe en question, j'ai tapé n'importe quoi, donc je ne vais pas pouvoir me connecter. Donc là, on a maintenant la possibilité, si on ne se souvient plus de son mot de passe. Et surtout, en fait, qu'on est dans la situation, c'est un admin a créé un user pour quelqu'un, donc il a la vraie adresse mail de l'utilisateur qui lui dit, bon voilà, je t'ai créé un user. Maintenant, connecte-toi, sauf que il n'a pas forcément le mot de passe que lui a évolué l'administrateur. Là, il se retrouve dans Voilà. Donc dans ce cas-là, on peut réinitialiser le mot de passe en filant son adresse mail, et je suis content qu'il n'y ait pas eu d'effet démo, en donnant son adresse mail, donc on a un petit message sur mail, voilà. Donc, du coup, je vais aller voir sur Gmail, et là je me rends compte que naturellement je suis sur Gmail, n'oubliez pas. Oui, c'est vrai. Hop là. Qu'importe, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter en tant qu'admin. Hop là. Donc voilà, j'ai reçu un petit mail, initialisation de votre mot de passe, avec un mot de passe qui a été généré, automatiquement, hop, et que je vais du coup pouvoir utiliser pour me connecter. Hop. Voilà. Donc voilà, et du coup, ce qui nous amène, alors, faut voir qu'on n'a pas l'administration parce que j'ai été créé en tant qu'utilisateur lambda, et ça nous amène à la page Mon profil, donc qui est un début de page. Pour le moment, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire dedans, c'est justement changer son mot de passe, parce que c'est bien beau de le réinitialiser, mais si on ne peut pas le changer, pas terrible. Donc voilà, du coup, j'entre mon ancien mot de passe, je mets Poète à la place, parce que Poète, c'est l'avenir. Et voilà, c'est changé du coup. Bah oui, c'est un peu le but, là. Que ça puisse pas être récupéré. Et donc du coup, je vais pouvoir me reconnecter, voilà, avec mon mot de passe qui est désormais Poète. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire là-dessus? Non, pas spécialement. Voilà. Si, le fait que tu vois plus que je vois plus l'administration, effectivement. Donc ce que je peux faire éventuellement, si je peux faire ça rapidement, c'est faire admin@pass.org. Je peux éventuellement me passer admin, du coup. Hop. En tapant admin au lieu d'autre chose. Voilà. Histoire de bien constater qu'en se connectant, eh bien, on a accès à l'administration. Sachant que, en tant qu'admin, on peut modifier les groupes des autres. Cependant, on ne peut pas se supprimer soi-même. Et je fais des mots, c'est absolument génial. C'est absolument génial. Ah non, J'ai oublié un message d'erreur, apparemment. ouais, ça c'était encore connecté. Non, j'ai dû oublier un message d'erreur. C'est bien, c'est à noter. En revanche, on ne peut pas... Ouais, c'est étrange, je ne vois pas exactement pourquoi. Par contre, on ne peut pas modifier son propre groupe. Alors, la raison pour laquelle on ne peut pas se supprimer soi-même ou modifier son groupe, c'est de toujours garder au moins un admin dans ce tas. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse... supprimer un autre admin. Alors voilà, on peut supprimer, on part du principe que les gens sont de bonne foi. Voilà.
mais on fait en sorte qu'il y ait au moins toujours un admin. Donc celui qui gagne, c'est bien Ricard. Exactement. Celui qui se connecte le plus souvent. C'est celui qui se connecte le plus souvent. J'imagine qu'ils y parlent être utilisés pour d'autres utilisations de ce qu'on a fait. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près. On constatera le nouveau logo. Là, je ne crois pas qu'on ait fait la remarque jusque-là. Peut-être qu'il tourne. Voilà. Donc, je vais pouvoir passer la main. Je vais vous donner la souris Joker. Oui, je vais. Un petit peu de temps. Je vais montrer le développement qu'on a réalisé. Vous vous rappelez de Bibliolog. Bibliolog, donc en fait, il permettait de visualiser en temps réel les logs des biblios de l'INIS, du CNRS. On met un peu de temps, je vais juste remontrer comment ça marchait. Donc, par exemple, BiblioVie. Là, on pouvait afficher les logs de BiblioVie en temps réel. Mais on pouvait aussi afficher les événements de consultation temps réel également par rapport à ces logs. C'est-à-dire que les logs qui arrivent à fond la caisse, là, juste avant, elles sont traitées en temps réel par EasyParse. Grâce à ces possibilités de streaming, hein, comme quand on est sur YouTube, on peut aller voir une vidéo en streaming. Là, c'est pareil pour les logs. Et on voit finalement les résultats de EasyParse en temps réel. Donc, grâce à ça, on a rajouté une fonctionnalité qui est plus à un objectif de communication, qui s'appelle Bibliomap, qui permet de visualiser les consultations. Donc, finalement, la même chose que j'ai vu avant, mais sous une autre forme. Sous la forme d'une carte. Donc là, il y a un petit blabla pour expliquer ce que c'est. Et en fait, derrière, c'est ça. Donc on a une carte de la France et on a les consultations des chercheurs du CNRS, donc qui s'affichent en temps réel sur la carte. Donc à chaque fois qu'un chercheur clique sur, par exemple, télécharge un article, on va avoir un petit cercle qui s'affiche. Le cercle disparaît au bout de 3 à 8 secondes à peu près, avec une petite opacité. Et la couleur du cercle détermine la thématique, donc la communauté du chercheur. Par exemple, le vert, c'est BiblioVie. Le rouge, je crois que c'est BiblioInserm, qu'on peut-être on fera sauter par la suite, parce que finalement, c'est pas vraiment le CNRS. L'orange, c'est SHS. Et donc ça permet de visualiser en temps réel, grâce aussi à la fonctionnalité de géolocalisation d'EasyParse sur une carte. Voilà. C'est un truc un peu fun, qui permet de valoriser plusieurs aspects. Et je crois que j'en ai terminé. Et maintenant, on peut passer à de rapides questions. Oui, aussi, dernière chose, le code Bibliomap sera sous licence logiciel libre, donc disponible également en open source, et donc installable par les membres de la communauté ESR qui veut l'utiliser. Sous la même forme que Bibliolog. Sous la même forme que Bibliolog. Tu sais quand? Il faut écrire un README et ça sera bon. Donc ça peut, d'ici une semaine, ça devrait être jouable. Ok. Tu vas rajouter des choses là? Non. Non, je crois qu'on a fait le tour. On a explosé le timing habituel, mais c'était un peu prévisible parce que le sprint était très long, donc on avait beaucoup de choses à montrer. Donc si vous avez des questions, qui est-ce qui est encore connecté? Est-ce que, Henriette, vous avez des questions? Pas pour l'instant. Je vais vous faire un petit compte-rendu, donc comme vous me l'aviez demandé, et puis après, on pourra peut-être échanger. Merci beaucoup. Ok, super. Merci. Eh bien, c'est super, hein, Bibliomap. Mais j'attends que Toulouse s'affiche et je vois rien du tout. Il faut se connecter.
Attends, c'est des chercheurs CNRS de Toulouse. Ils sont en Il y a vacances. beaucoup de labos mixtes qui nous cassent la tête parce qu'on ne sait jamais comment ils se connectent. C'est les accès CNRS. Hein. Visiblement, ils ne se connectent pas par les portails CNRS. Et c'est les biblios, c'est juste les biblios. Je sais. Quelquefois, on demande à des chercheurs, et comment vous vous connectez? Oh, quelquefois le portail Bibliovie, quelquefois l'INSERM, quelquefois... Enfin, on ne sait jamais. Bah, ça peut être un moyen pour vous de voir s'ils réussissent à le faire ou pas. Vous pouvez laisser la page ouverte et scruter. Parce que c'est vrai, moi je l'ai ouvert pendant le week-end, j'attendais quelques minutes avant de voir arriver. Ouais, mais il y a moins d'activité. C'est logique. Non, là, je suis en contact avec une doctorante qui était dans son labo le dimanche, mais à l'INSERM. Donc, il aurait dû y avoir des trucs. Bah là, c'est en direct, hein, donc il n'y a pas de trace, en fait. Hein, on laisse pas de trace de ce qui s'est fait. Oui, non. C'est dans les 8 secondes. Donc, c'est toujours rigolo. Voilà, c'est rigolo. C'est un écran de ouais, pas mal. Bon, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis de toute façon, donc on est toujours disponible par mail, hein, il n'y a pas de, comme d'habitude, si vous avez un souci. Donc merci à tous.